Dossier sur la Chine, d'ailleurs, sur lequel on transitionne à l'instant. Un dossier qui a reçu beaucoup d'attention au cours des derniers jours et avec raison, parce qu'on parlait très peu de la Chine au cours des derniers mois, alors que la relation entre les États-Unis et Pékin semblait s'être améliorée, ou du moins détendue. Trump parlait d'une négociation en cours, qu'on aurait définitivement une entente avec la Chine, et donc, en raison de cet état de fait, la Chine avait été en mesure de s'épargner les tarifs de la part des États-Unis. En fait, depuis le début, on attendait un scénario d'escalade avec la Chine qui n'est jamais venu. On a eu bien sûr des négociations très acrimonieuses avec le Canada, avec la Corée, avec le Japon, avec l'Europe, avec l'Inde, avec à peu près tous les partenaires commerciaux des États-Unis ont dû passer par ce processus très difficile qui a mis à rude épreuve la relation avec Washington et qui, dans la plupart du temps, s'est terminé avec l'imposition de tarifs commerciaux unilatéraux du côté des États-Unis sur la région en question, le pays en question. Là-dessus, la Chine s'en était très bien tirée parce qu'on se disait « Attendez, on va venir au dossier de la Chine. C'est le gros dossier. » Les États-Unis étaient disons, optimistes quant à leur capacité d'obtenir une entente avec Pékin là-dessus parce qu'on voyait que la Chine était dans une posture très difficile, que la Chine, depuis un certain nombre de mois, pour ne pas dire d'années, économiquement, cherche ses jambes, cherche du dynamisme qui a été perdu. On est sorti de cette croissance à double chiffre des 10 et 11 et 12 et 15 % de croissance annuelle pour arriver vers des chiffres beaucoup plus conventionnels de ce qu'on voit ailleurs dans le monde. Et donc, on parle même aujourd'hui, je lisais ce matin le secrétaire au Trésor de l'administration Trump, Scott Bessent, qui accusait la Chine carrément d'être au milieu d'une dépression. Pas d'une récession, d'une dépression. Alors, les Américains là-dessus voient la Chine comme étant dans une posture de vulnérabilité et donc prête à négocier. On a eu cet épisode dans lequel la Chine a imposé un certain nombre de restrictions sur les terres rares et je vous avais relevé ici à la revue de presse, attention, ce que ça nous démontre, au-delà du fait que la Chine a été prête de restreindre les exportations, ça nous indique quelque chose sur son approche tactique quant aux négociations avec Washington. On n'a pas l'intention de céder un pouce. Au contraire, si vous êtes pour nous donner une petite taloche, alors de notre côté, on va vous répondre avec un coup de poing au visage. Il n'y aura pas de concession comme dans la première séquence, la première administration Trump, alors que la Chine s'était fait un peu bully, la Chine s'était fait un peu intimider par les Américains jusqu'à ce qu'elle accepte un certain nombre de concessions qui ont été remballées sous l'administration Biden. Et aujourd'hui, Trump arrive pour l'affrontement 2.0, si on veut. Trump a commencé en imposant des tarifs. C'est comme ça que la séquence a commencé. Toute cette escalade entre les États-Unis et la Chine, celle qui vient de se produire, c'est que les États-Unis ont imposé des tarifs, des frais, je devrais dire, pour les navires chinois qui vont accoster aux ports américains. L'objectif, c'était bien sûr, on s'entend, d'ajouter une friction additionnelle aux importations en provenance de Chine, mais le prétexte qui a été donné par l'administration Trump, c'était on veut encourager la construction navale locale. Et une manière de le faire, c'est de pénaliser les entreprises qui utilisent des navires chinois en leur faisant payer des frais additionnels. Et ceux qui, si vous voulez éviter ce frais, bien, achetez des navires américains, construisez vos navires aux États-Unis. On nous disait que c'était une manière de redonner un peu de dynamisme aux chantiers navals américains, aux plusieurs chantiers navaux américains qui sont dans une posture de difficulté face aux Chinois spécifiquement. En fait, un seul chantier naval chinois a construit plus de navires dans une période de 12 mois que les États-Unis en ont construit depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Je répète, parce que je sais que vous êtes déjà en train de vérifier, vous allez dire « il dit n'importe quoi ». Un seul chantier naval en Chine a construit plus de navires en 12 mois que les États-Unis n'ont construit de navires de guerre depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Beaucoup de ces navires sont... On ne parle pas de tonnage, on parle de navires. Le nombre de coques, et en passant, même si on compte le tonnage est aussi supérieur. C'est seulement que l'industrie mondiale de la construction maritime s'est déplacée depuis un certain nombre de pays où tout le monde en faisait un peu, beaucoup s'en faisaient aux États-Unis, et là, ça s'est concentré presque exclusivement en Chine. 80 à 90 % des coques qui sont en circulation on pourrait dire dans la marine marchande mondiale proviennent de la Chine. Et la Chine, bien sûr, avec cette énorme capacité, si je vous dis d'un matin que vous faites par exemple, je ne sais pas, des avions d'entraînement,
et vous vendez des avions en réaction, des avions d'entraînement pour la planète en entier. Il ne vous manque pas grand-chose pour ajouter 2 missiles en dessous et vous pouvez utiliser cette capacité de construction à votre propre bénéfice. Soudainement, vous faites des avions de chasse. La Chine, c'est la même logique. On est en mesure de construire d'énormes navires et on a cette capacité de construction navale phénoménale. Oui, on peut faire des navires commerciaux. Vous comprenez qu'on peut aussi faire des coques de guerre. On peut décider aussi de faire des navires de combat avec cette capacité, avec ces nombreux emplacements et ces travailleurs qualifiés. Donc, là-dessus, les Américains ont toujours été très inquiets de voir cette explosion de capacité du côté de la Chine qui fait que si jamais, demain matin, vous détruisez l'entièreté de la marine chinoise au jour 1, vous en avez probablement encore une deuxième qui va être construite dans la prochaine année. Alors ça, c'est très problématique pour les Américains. On s'est dit, on veut essayer de stimuler la construction navale aux États-Unis, on va faire une pierre deux coups. En plus, on va faire chier les Chinois, on va réduire les importations en provenance de Chine. On va mettre un tarif. À partir de maintenant, si ton navire est identifié à la Chine, construit en Chine plutôt, eh bien, il a des frais additionnels. Les Chinois ont vu cette nouvelle et ont répondu en disant, « All right, on va faire exactement la même chose. » Et à partir de ce moment, donc, quelques heures plus tard, on a appris que la Chine allait commencer aussi à imposer des tarifs sur les navires américains qui accostent en Chine. Et là, vous commencez à voir comment on s'en va dans une mauvaise direction. Les Américains disent « OK, on va mettre un tarif parce que… » Les Chinois disent « On met là exactement la même chose. » C'est drôle en ce moment parce que là, ni l'un ni l'autre ne paie dans le fond plus que l'autre. C'est égal, c'est équitable. Ouais, mais il y a quelqu'un qui paie tout ça au bout de la ligne, c'est le consommateur, là. Le consommateur, lui, qui veut recevoir son produit, sa voiture, sa n'importe quoi en provenance d'un marché international et que le navire est en provenance de Chine, ou plutôt identifié à la Chine, construit en Chine, arrive sur un port américain, doit payer un frais. OK? Ensuite, l'économie américaine qui veut accéder au marché chinois doit maintenant, c'est un peu auto-imposer un tarif additionnel, où là, on doit payer un frais lorsqu'on arrive au port en Chine. Sinon, on a une alternative, on peut engager des navires chinois. Mais à travers cette escalade commerciale, ce qui a vraiment retenu l'attention, c'est un geste qui a été posé par Beijing dans les jours qui ont précédé, alors qu'on a décidé de, encore une fois, resserrer les exportations de terres rares et de métaux stratégiques à l'échelle internationale, et cette fois pour tout le monde. Et ça, c'est quelque chose qui a mis les États-Unis en colère, qui a probablement motivé cette première décision par rapport au port et qui a lancé cette escalade. Mais la situation devant laquelle on est actuellement, c'est qu'on regarde vraiment une explosion des coûts pour à peu près tout le monde en raison de cette guerre commerciale. On fait la lecture d'un article ici du New York Times, ou du moins de certains passages qui nous permettent de mieux comprendre de quoi il est question. Le gouvernement chinois a annoncé jeudi qu'il renforçait ses restrictions sur les exportations de métaux des terres rares alors que Pékin revendique une juridiction plus large sur la fabrication mondiale de semi-conducteurs et d'autres technologies. Les nouvelles règles, qui doivent entrer en vigueur le 1er décembre, constituent la dernière mesure prise par Pékin pour resserrer les rênes sur les terres rares afin d'exploiter la domination de la Chine dans le secteur. Quelques heures plus tard, Pékin a annoncé qu'à partir du 8 novembre, il restreindrait également les exportations de nombreux types d'équipements nécessaires à la fabrication de batteries pour voitures électriques dans le but de protéger également l'avantage concurrentiel de la Chine dans l'industrie automobile. Donc d'abord, les terres rares qui servent, vous le comprendrez, à fabriquer des batteries d'automobile et additionnellement, toute l'outillerie, les machines, l'équipement qui permet de fabriquer et d'exploiter donc ces terres rares. Pourquoi? Parce qu'on se dit, au cas où vous seriez tenté de lancer vos propres usines, au cas où vous seriez tenté d'aller faire vos propres mines et de faire l'extraction des terres rares, des métaux stratégiques chez vous, dans des pays alliés, pour ensuite faire vos propres batteries ou véhicules électriques ou peu importe. On parle d'aimants et d'un ensemble d'équipements qui sont essentiels pour la chaîne d'approvisionnement. Si vous seriez tenté de lancer votre propre chaîne, eh bien, vous n'auriez pas accès à notre équipement. Donc, la Chine est vraiment en train de fermer complètement à clé, si on veut, l'industrie mondiale des terres rares, des métaux stratégiques et tout ce qui vient avec au bout de la chaîne d'approvisionnement, notamment, bien sûr, les semi-conducteurs. Tout ça, en passant, ça n'arrive pas dans une cloche vide. On parlait tout à l'heure de l'escalade entre la Chine et les États-Unis. Il faut se rappeler que les États-Unis ont imposé des contrôles extrêmement serrés sur la Chine par rapport à l'exportation des semi-conducteurs. Et on a fait exactement la même chose que la Chine le fait actuellement par rapport à l'exportation de la machinerie de lithographie, donc les machines qui fabriquent les semi-conducteurs.
Alors là-dessus, la Chine est vraiment en train d'imiter exactement le playbook des Américains, dire « Pour nous, c'est crucial les semi-conducteurs, on en a besoin, tout le monde est au courant, mais on est encore plus tôt dans la chaîne d'approvisionnement. Alors pourquoi on n'exploiterait pas cet avantage? Vous nous interdisez les semi-conducteurs et la machinerie. Good! On vous interdit les matériaux qui vont dans les semi-conducteurs et la machinerie pour les transformer. Vous allez faire quoi? » Les États-Unis paniquent parce que la Chine, on le sait, contrôle l'essentiel, pour ne pas dire la quasi-totalité de la chaîne d'approvisionnement mondiale en terres rares, métaux stratégiques. On a affaire en fait à une posture de quasi-monopole, de l'ordre de 80-90% de la production mondiale dans certains minéraux stratégiques. Donc là-dessus, la Chine est absolument impossible à négocier. Si elle décide qu'elle met fin aux exportations, on ne peut que lui offrir des concessions. On ne peut pas essayer de briser ce monopole. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, elle décide d'activer tout ça aujourd'hui. La réglementation sur les terres rares pourrait bouleverser les chaînes d'approvisionnement de certaines des plus grandes entreprises mondiales, dont Nvidia et Apple, mais surtout le secteur militaire. Les terres rares sont essentielles à la production de nombreuses puces informatiques utilisées dans de nombreux appareils, des smartphones, aux systèmes d'intelligence artificielle. Elles servent également à fabriquer les aimants qui alimentent les moteurs électriques des drones, des robots industriels et des éoliennes offshore, ainsi que les freins, les sièges et autres systèmes des voitures électriques. Le ministère chinois du Commerce a déclaré dans un communiqué que ces mesures étaient nécessaires, et écoutez bien ça, pour empêcher l'utilisation de terres rares dans des technologies potentiellement militaires. Donc la Chine se prend la posture de la puissance bénévolente, de la puissance pacifique, qui dit « Oh là, nous on a une industrie ici, un peu comme si on découvrait que, bon, un pays qui fabrique de l'uranium se rend compte qu'on utilise son uranium pour faire des armes nucléaires. Alors, on met fin à toute exportation d'uranium à partir de maintenant. Pourquoi? Ben, on a découvert qu'il y avait des gens qui utilisaient ça pour des armes nucléaires. La Chine nous fait le même postulat aujourd'hui par rapport aux terres rares, à dire on peut plus en exporter à personne. Parce qu'il y a quelqu'un ici qui les utilise pour faire des armes. Et donc, là-dessus, il faut comprendre aussi la prérogative chinoise. On a quand même on a la possibilité d'exporter ailleurs dans le monde. Si on décidait d'exporter en Inde, les envoyer en France, les envoyer à quelqu'un qui n'est pas les États-Unis ou qui a fait des concessions à la Chine qui permettent d'avoir une forme de réciprocité, on peut le faire. Mais la Chine, pourquoi elle décide d'appliquer ça à tout le monde? C'est qu'elle a peur du transbordage, du transbordement, qu'on pourrait bien sûr prendre des terres rares en provenance de Chine, les envoyer à Singapour et ensuite tout simplement les réétiqueter pour les envoyer aux États-Unis ou dans un pays sanctionné par la Chine. Alors les Chinois disent non, plus personne n'a accès à des terres rares. Et si vous en voulez, parce que nous, on a encore une industrie, on s'entend, on peut en consommer à l'intérieur, mais on doit en exporter un peu. Si vous en voulez, on doit avoir l'explication. À quoi ça va servir exactement? Quelle quantité? Où ça va aller? Qui va le transformer? Comment ça va être utilisé, ce matériau? Et donc, les Américains, vous comprenez, qui utilisent ça pour faire des F-35 pour détruire le Three Gorges Dam. Ça passe pas très bien avec les Chinois. Quand tu leur dis noyer 11 millions de Chinois, ça marche pas, ils n'acceptent pas cette proposition-là. Donc les Américains, d'ailleurs, on nous dit ici, la Chine raffine tout le samarium mondial. Tout le samarium mondial, une terre rare utilisée par les États-Unis pour la fabrication des avions F-35 et pour une large gamme de missiles. Alors, la Chine... Ça ne reviendra pas. Je suis désolé de le dire, ça ne reviendra pas. L'histoire des terres rares, pour les Américains, du moins, c'est terminé. Ça ne reviendra pas. Parce qu'on est rendu à un point dans la compétition stratégique entre la Chine et les États-Unis, on est rendu à un point de non-retour où la Chine, il est irresponsable de ne pas poser les gestes qu'elle pose actuellement. Ce serait du suicide national, ce serait l'équivalent d'avoir un ivrogne au volant du pays. Que vous dites, vous êtes la Chine, vous produisez une matière première qui est utilisée carrément par votre plus gros rival, votre plus gros adversaire, qui dit ouvertement être à veille de venir vous péter la gueule, puis vous le fournissez. C'est irresponsable. Et c'est pourquoi je vous dis, ça ne reviendra pas. C'était en soi une aberration que la Chine avait continué d'approvisionner le monde entier en terres rares, en métaux stratégiques, alors que c'est en train de se retourner contre elle.
C'était déjà une aberration. Je m'attends à ce que ça ne revienne jamais. On va peut-être exporter vers quelques amis, ça va être fait sur une base volontaire, directe, mais avec les États-Unis, c'est pas mal terminé. Et c'est pourquoi vous voyez la réaction absolument épidermique de Washington, notamment de Donald Trump, qui nous répond aujourd'hui que les États-Unis vont donc imposer en réponse à cette nouvelle escalade des Chinois, nous dit-on, on imposera un tarif sur tous les biens chinois. Pas de 10, pas de 20, pas de 25, pas de 50 comme on a mis sur l'Inde ou sur le Brésil, des tarifs punitifs, mais bien de 100% sur tous les tarifs chinois, tous les biens chinois, pardon. Immédiatement, vous comprendrez, les marchés se sont effondrés, ou plutôt ont connu une période de turbulence assez extrême, alors qu'on essaie de pricer cette nouvelle, essaie de comprendre, mais que se passe-t-il? C'est effectivement, tous les biens en provenance de Chine sont maintenant imposés à 100%. Ça veut dire aller dans un magasin à 1$, aller dans un magasin à bas prix, regardez l'entièreté de l'inventaire, vous venez de doubler le prix. C'est à peu près ce que ça veut dire. Parce que oui, bien sûr, la Chine fournit beaucoup de ce qui est consommé à l'international et ce sera senti presque immédiatement. Et ce qu'on peut remplacer de ce qui est produit en Chine, ce ne sera pas fait immédiatement. Il faudra du temps. Ce sera très long. Si on dit qu'on achète, je ne sais pas, une chaise en Chine et qu'on veut la remplacer par une chaise faite au Bangladesh, on en a pour des mois. Alors, le choc auquel on s'apprête à assister, faites très attention. C'est pourquoi je voulais qu'on prenne un instant pour en parler ce matin de tout ça qui s'en vient ensemble. Aux États-Unis, on a ces tarifs sur les biens chinois à cause des navires. Déjà, on tarife les navires. Les Chinois font la même chose. On a les terres rares qui vont devenir de plus en plus rares. Pas faire de mauvais jeu de mots, mais de plus en plus rares, littéralement, de plus en plus difficiles à obtenir. Et ça va pousser les prix vers le haut pour ce qui est de toute la technologie, pour ce qui est des véhicules, pour ce qui est des téléphones, pour ce qui est à peu près tout ce qui vous entoure. Ce qui se prépare, c'est une crise économique d'une dimension inédite. Et je pèse mes mots. Premièrement, on est dû. Deuxièmement, historiquement, ces crises économiques ont été déclenchées par un des acteurs internationaux, les grands blocs économiques qui éprouvaient des problèmes, qui éprouvaient un ralentissement. Ici, on a une des dynamiques les plus fondamentales vraiment pour l'économie mondiale, qui est la relation entre la Chine et les États-Unis. C'est là-dessus que l'économie des 25 dernières années a été construite. La Chine produit, manufacture, fabrique à une échelle monumentale pour envoyer tout ça au marché de consommation américain qui doit être en santé. Si le marché de consommateurs américain n'est plus en santé, alors la Chine perd ses consommateurs, perd son débouché. Et la Chine entre dans une période de difficulté. C'est ce qu'on a vu en 2008, 2009, 11, 12. C'est pourquoi d'ailleurs la Chine voulait des explications. C'est pourquoi la Chine a arrêté d'acheter autant de dettes américaines. C'est pourquoi on a vu vraiment cette relation évoluer un peu au cours des dernières années. Parce que, oui, effectivement, si les États-Unis se portent mal économiquement, les Chinois sont les premiers à payer la conséquence. Et additionnellement, si les Chinois se portent mal économiquement, le monde le sent très vite. Pourquoi? Parce qu'on a affaire à un des carrefours économiques de la planète. On a affaire à la locomotive manufacturière, industrielle de la planète. Donc, lorsqu'elle tombe en panne, tout le monde sent les conséquences très rapidement. Donc là-dessus, on a affaire au double phénomène. D'un côté, la Chine qui est en difficulté économique en raison de facteurs divers. Les États-Unis qui ne vont pas fantastiquement bien non plus. Et on s'ajoute des frais additionnels comme ça. Alors qu'on nous dit que tout ce qui vient de la Chine, les bateaux maintenant, on augmente les prix constamment. Tout arrive par bateau en passant. Il ne faut pas être naïf. Là. Ça va avoir un impact à grandeur du système, à moins qu'on les retire, encore une fois, puis qu'on abandonne tout ça dans 10 jours. On est en train de faire mal ni à l'un ni à l'autre, mais surtout aux consommateurs. Donc là, l'histoire des bateaux, cette histoire des terres rares, cette histoire des tarifs de 100%, ça pourrait être le début d'une crise économique majeure qui va placer en panne et la Chine et les États-Unis et qui va contaminer le reste de la planète. Et c'est pourquoi vous avez vu d'ailleurs les marchés boursiers
réagir vivement à cette nouvelle escalade entre la Chine et les États-Unis. Parce que là, on ne se dit pas juste « Ah, OK, Trump niaise avec... » Non, 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 c'est grave, là. C'est qu'on nous dit il y a des trucs qui peuvent déclencher une crise. Comment ça commence? Ça commence avec des périodes d'incertitude comme ça. Ça commence avec une augmentation prolongée des prix qui pourrait en plus faire mal à la confiance des consommateurs américains, qui en conséquence ferait mal encore plus à la Chine et au reste du monde. Alors, cette boucle, elle est très facile à perturber. Et là, on est en train de jouer dans des éléments extrêmement influents. Le prix des bateaux qui accostent, les intrants comme les matières premières, les tarifs sur le produit final. Attention, ça ne commencera pas en France, ça ne commencera pas au Royaume-Uni. La crise économique, elle commencera aux États-Unis, elle commencera en Chine, elle commencera avec une perte de confiance totale dans la possibilité que cette relation se réhabilite un jour. Si on perd confiance, c'en est terminé. Et d'ailleurs, on comprend la déclaration de Trump ensuite, qui, alors que les marchés s'effondrent et que tout le monde commence à se gratter la tête, à se dire, bon, ben OK, on enclenche le plan d'urgence. Clairement, les États-Unis sont en train de se dissocier de la Chine entièrement et on pourrait regarder un ralentissement économique mondial. Trump se dépêche d'aller sur Truth Social pour dire « Inquiétez-vous pas pour la Chine, tout va bien aller, je veux pas de mal pour la Chine, ils veulent pas de mal pour eux autres, je veux pas qu'il y ait de dépression. » Il y a une raison, là. C'est que Trump essaie de rassurer tout le monde, comme quoi, non, non, on est en négociation encore, inquiétez-vous pas, on essaie d'avoir une entente. La finalité désirée, c'est pas une fracturation de notre relation, au contraire, la finalité désirée, c'est qu'on puisse en revenir à quelque chose de plus productif, à un bon deal. Il a fallu que Trump clarifie, parce que quelques jours plus tôt, il nous disait, on va avoir des tarifs de 100%, puis là, allez-vous toujours rencontrer Xi Jinping, est-ce que c'était en Chine ou à Washington? Je pense que c'était en Chine, au cours des prochaines semaines. Et Trump de dire, ben, je vois pas de raison, là. Je vois pas pourquoi j'irais le rencontrer, là. Les marchés ont eu raison de réagir un peu avec hésitation en se disant « Oui, il y a quelque chose de grave qui est en train de se produire. » Donc, Trump a vu la réaction des marchés changer encore une fois, comme il a fait avec les tarifs auparavant, voit que les marchés déterminent beaucoup de la politique aux États-Unis et décide donc de remballer sa déclaration en disant « Non, 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 inquiétez-vous pas, on va trouver une entente avec la Chine. » Mais la guerre commerciale à laquelle on assiste actuellement entre la Chine et les États-Unis va déterminer beaucoup plus que l'issue économique de la chose. On a affaire à un stare-down, on a affaire à un concours de fixe entre les Chinois et les Américains et qui va cligner en premier. Et les Chinois, comme sont là, n'ont vraiment pas l'intention de se lever de la table. En fait, un article très intéressant ici qui nous provient de ABC News et qui titre « La Chine ne montre aucun signe de recul et appelle les États-Unis à retirer leurs menaces tarifaires. » La Chine n'a pas reculé lundi dans ses échanges avec les États-Unis, appelant le président américain à back off sur sa dernière menace d'un tarif de 100% et d'autres mesures de contrôle des exportations annoncées au cours du week-end. Trump a menacé d'imposer des tarifs douaniers sur toutes les importations chinoises. L'annonce chinoise a apparemment surpris Trump, qui l'a qualifié de décision inattendue. Bien que Trump n'ait pas retiré sa menace économique, il s'est montré plus conciliant, déclarant « Les États-Unis veulent aider la Chine, pas lui nuire ». Le ministère chinois du Commerce a publié dimanche une longue réponse affirmant que les États-Unis portaient gravement atteinte à l'atmosphère des négociations commerciales. La Chine exhorte les États-Unis à corriger rapidement leurs pratiques erronées. Si les États-Unis persistent à agir seuls, la Chine prendra sans aucun doute des mesures résolues pour préserver ses droits et intérêts légitimes. Alors l'indication là, ici, elle est claire, c'est que la Chine n'a pas l'intention de cligner, qu'elle dit « Nous, nos tarifs vont rester tant et aussi longtemps que les tiens sont là. Si tu veux négocier avec la Chine, ça se fait de bonne foi, ça se fait assis à la table, ça se fait pas à coup de tarifs et à coup de déclarations sur Truth Social. Puis si c'est comme ça qu'on négocie, il va y avoir des conséquences. » Essentiellement, il y a la déclaration chinoise. À topper chacun des tarifs américains et à attendre qu'on les retire pour faire un move. Non, on va s'imposer le mal qui est nécessaire. Si vous dites qu'on est en dépression, si vous dites qu'on est en récession, we don't care. On préfère avoir un orgueil, on préfère avoir un honneur plutôt que de plier le genou et d'accepter toute forme de concession imposée par Washington. Et c'est un peu ce qu'on demandait d'ailleurs, où là, vous comprenez l'esprit derrière la chose, où on met des tarifs sur les navires chinois et on s'attend que ça finisse là.
On s'attend à ce que la Chine fasse comme dans le premier mandat, en fait, qu'elle fasse juste encaisser les coups, les uns après les autres, en se disant peut-être qu'il arrivera un autre président éventuellement, peut-être que c'est temporaire, peut-être que ça vaut la peine de se boucher le nez en attendant. Aujourd'hui, la Chine a comme compris que non, c'est la posture américaine maintenant. C'est le mouvement Trump dépasse Trump. Ce sera probablement la posture de Washington pour les années à venir. On voit la Chine comme étant un rival, un adversaire stratégique qu'on doit écraser, contenir, et donc, il serait une mauvaise idée pour la Chine de ne pas réagir lorsqu'on lui impose des punitions. C'est seulement un incitatif en imposant encore plus. Donc la Chine, maintenant, est à égaliser, sinon à escalader la guerre commerciale elle-même pour inviter les États-Unis à respecter la Chine. C'est vraiment là-dessus. Puis je ne vous dis pas ça par amour des Chinois, mais je vous dis, c'est la scène à laquelle on assiste. On demande le respect, carrément. Et cette rencontre qui était prévue pour dans quelques semaines, on s'attendait, Trump de son côté, qui disait « je ne sais pas là, si je vais rencontrer Xi Jinping ». Les Chinois n'ont vraiment pas pleuré. Mais non, il n'y aura pas de rencontre, c'est beau. On n'était même pas sûr que ça allait avoir lieu de toute manière. Et c'est vrai d'ailleurs, Trump, depuis des mois, demandait une rencontre avec Xi Jinping et les Chinois refusaient. De la même manière que Poutine refuse une rencontre avec Zelensky, les Chinois disaient « mais il n'y a rien à parler, il n'y a rien à discuter. On se rencontrera quand on aura quelque chose à signer. En attendant, envoie-moi tes envoyés. En attendant, règle telle affaire. Nous, on n'est pas d'accord de négocier là-dessus. » Et s'avère-t-il que oui, c'est pourquoi d'ailleurs Trump a été aussi docile avec la Chine depuis le début, on voulait une rencontre. Et là, vous aviez Trump qui disait « ah, on ne sait pas, on va l'avoir, notre rencontre bientôt, inquiétez-vous pas, on va l'avoir. » Finalement, elle est sur la table. Trump dit « ben, j'irai pas de bord. » Les Chinois qui sont « who cares? Viens pas, c'est ce que je te dise. Ça va rester comme ça. » Les Américains ne sont pas dans une posture pour continuer ce stand-off. Ils n'ont pas le choix, à cause de la question des terres rares en passant. Les tarifs, Trump va couler l'économie américaine, va l'amener dans le caniveau et ça ne changera probablement rien à sa stratégie, ne serait-ce qu'à cause de l'orgueil. Ce qui va changer la tactique américaine, c'est sur la question des terres rares. C'est le fait que la Chine est maintenant non seulement limité les exportations, mais vraiment entièrement freiner la sortie des matériaux depuis la Chine, la sortie de l'équipement. Il n'y a plus moyen d'obtenir quoi que ce soit et on gèle la chaîne d'approvisionnement. Ça fait mal aux Américains d'une manière qu'on ne peut pas soutenir. Il faut fabriquer des F-35. Vous me direz, ben, on n'en a peut-être pas besoin. Il y en a 350, et je parle au bas mot, là. Il y en a au moins 350 de promis aux alliés qui ne sont pas encore livrés. Tout le monde attend après ces F-35. Et là, des problèmes de chaîne d'approvisionnement, c'est ce qu'on prétexte depuis des années pour dire qu'on n'est pas en mesure de les livrer. Excusez, ce ne sera pas long, là, on aligne nos flûtes, là, on est en train de ramp up la production, et là, on se rend compte que vous avez des intrants primaires contrôlés par la Chine qui ne veulent plus vous vendre. Ben là, moi, quand est-ce que je les ai, mes avions? Combien de temps avant que j'annule ma commande puis que j'achète aux Français? Ou aux Suédois. C'est une question, pas d'années, mais une question de mois. Si on n'a pas la certitude qu'on va obtenir nos avions, même chose pour le Canada en passant. Le Canada attend toujours après ses F-35. Le Canada a un prétexte fantastique de dire « you know what? Désolé, on va aller acheter des avions européens. On va aller acheter un Gripen, on va aller acheter peu importe, un avion français. » Alors, les Chinois font très, très mal aux Américains. On n'a plus affaire à une guerre à sens unique, tout au contraire. On a affaire maintenant à un conflit, semble-t-il, dont le tempo est déterminé maintenant par la Chine.